Bonjour Victor. Bonjour Moni. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer tout d'abord par comprendre qui tu es. Donc la fameuse question, qui es-tu? Ça c'est une vaste question. Oui. Alors les gens me connaissent sur les réseaux sociaux par Victor DSTG, qui est un acronyme de mon nom et de mon prénom, Victor Destin. Sur le côté, je suis étudiant en relations internationales, donc c'est les sujets que je couvre dans mes vidéos. Je suis étudiant à Londres, à la London School of Economics. Je termine une licence actuellement. Voilà, pour les Français et les Parisiens, je suis parisien de base. Et sinon, passionné d'histoire, de politique, de réseaux sociaux, d'actualité. Et j'essaye de faire ça un peu mon hobby sur le côté. Très bien, très bonne explication. Et est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements sur ton parcours étudiant? Ouais, alors mon parcours étudiant, même si beaucoup de gens me disent que j'ai l'air plus vieux, Oui. je vais avoir 21 ans dans une semaine, donc je suis quand même relativement jeune. Mais j'ai eu un parcours qui est international en fait, dans le sens où j'ai commencé les cours en fait à Paris, l'école, puis je suis parti en internat en Suisse, dans un internat américain. D'accord. Donc là j'ai pu apprendre l'anglais, me familiariser plus avec des problématiques internationales. Et ensuite je suis allé à Lille, dans une école qui s'appelle Jeanne Manuel, pour faire le bac français option américaine, donc l'OIB, qui du coup en fait te pousse à avoir la moitié de tes épreuves qui sont en anglais, à avoir la moitié de tes cours qui sont en anglais, et donc en fait une ouverture au monde. Et le parcours prédestiné pour les gens qui font ce type de bac, c'est de partir à l'étranger. D'accord. Oui, parce que dès le début, tu as une orientation plutôt. Parce que dès le début, bon, ça sert à parler anglais en France, c'est très bien, mais ça n'apporte pas forcément de plus-value. Pour l'anecdote, je suis allé à LSI, mais LSI était mon deuxième choix, parce que mon premier choix était Sciences Po Paris. D'accord. Et pour l'anecdote, je n'ai pas été pris, même si j'avais 18 de moyenne. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et Oui. pour l'anecdote encore, 3/4 des Français, qui je suis très ami maintenant, qui sont en licence de relations internationales à LSI, aussi n'ont pas été pris à Sciences Po. C'est tous votre deuxième choix. C'est tous un deuxième choix. Tu ne le regrettes pas? Absolument pas. Parce que je pense même que je préfère aujourd'hui LSI à Sciences Po. Parce que je suis dans une classe où il y a 70% des personnes qui sont internationales. Il y a très peu, finalement, il y a même très peu d'anglais. Et LSI te permet d'avoir à la fois une ouverture au monde, et on n'est pas très, très loin de Paris. Et donc, ça me permet, nous, d'avoir une sorte de plus-value quand on veut inviter des politiques ou quand on veut inviter des gens pour faire des conférences. Ou même dire, écoutez, on est à Londres, etc. Il y a quand même cette idée, cette appeal, comme disent les Anglais, cet intérêt sur le côté anglais. Et après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir en France. Et c'est ce que je compte faire. Très bien. Pour un grand retour. Et ton retour est programmé pour quand? La fin de tes études? À la fin de cette année, normalement. D'accord. Oui, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas à Paris. Donc, idéalement, revenir à Paris. Parce que le centre du pouvoir, je m'intéresse à la politique française, je m'intéresse à l'international, bien sûr, mais l'international se fait à Paris. En tout cas, l'international français se fait à Paris, pas vraiment dans des lieux décentralisés. Le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, tous les ministères sont à Paris. Donc, l'envie de rentrer à Paris et faire ça cette année. Très bien. Voilà. Et j'ai pour habitude de poursuivre sur la carrière professionnelle. Ouais. Donc toi, il est en construction, mais est-ce que tu peux... Alors ça, c'est la grande question. Alors idéalement, rentrer à Paris pour faire un master de journalisme avec une spécialisation en affaires internationales. C'est totalement cohérent. À Sciences Po, je ne sais pas si je serai pris. Mais si je ne suis pas pris, ce n'est pas grave. Donc en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais ce que je ne veux pas faire. J'ai fait un stage d'affaires publiques, qui est le terme un peu fancy pour dire lobbying. Qui est quelque chose qui était très intéressant au demeurant, mais qui n'était pas quelque chose qui m'intéressait pour pas mal de facteurs éthiques, personnels, etc. Et je me suis naturellement orienté vers quelque chose que je faisais déjà sur les réseaux sociaux, qui s'apparente à une nouvelle forme de journalisme. Je pense que le journalisme peut beaucoup apprendre des réseaux sociaux et des influenceurs, et on peut beaucoup apprendre des pratiques traditionnelles du journalisme. Et c'est quelque chose que je veux développer, ou sinon, pour les viewers, faire complètement autre chose. Et moi, de base, figurez-vous, je ne voulais pas faire des relations internationales. Je voulais faire comme Macron, du théâtre. Très bien. Et du cinéma et des études de lettres, parce que je suis un passionné de lettres. Et à l'origine de mon compte TikTok, j'avais un compte BookTok. J'étais l'un des premiers BookTokers en France. Pour l'anecdote, toutes les vidéos livres en 1 minute, etc. J'étais un des premiers à le faire et à lancer les trucs. Mais je n'avais aucune régularité, parce que lire un livre, beaucoup de BookTokers ne lisent pas les livres, mais si vous lisez vraiment tous les livres de 200 pages, il faut vraiment ne pas avoir de vie pour faire une vidéo tous les 2 jours. Ouais. Et je suis vite arrivé à court, j'avais pas mal de trucs avec le bac, les trucs personnels, donc j'ai arrêté. Et j'ai repris ma chaîne et j'ai complètement axé sur la géopolitique et la politique, qui étaient des sujets plus sérieux, qui m'aideraient plus pour l'international, pour le futur de ma carrière professionnelle. Mais au fond de moi, j'ai quand même cet attrait pour les arts.
Exactement. Et par rapport à tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, donc tu as commencé depuis combien de temps? Alors, si on prend BookTok en question, Oui, bien sûr qu'on prend en question. bien sûr qu'on prend en question, ça doit faire quand même bien 3 ans, 3-4 ans hein, quand même. Hein. Ça fait longtemps. J'étais même, si on prend BookTok, et alors il faut prendre en question le fait que j'étais pas du tout régulier, je pense ouais, bien 4 ans et demi, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu comptes pas du tout je compte tu comptes poursuivre, tu comptes pas du tout lâcher le projet? Alors, les réseaux sociaux, BookTok, j'ai quand même lâché. Les réseaux sociaux, je compte pas lâcher le projet du tout. Parce que j'ai eu un nombre. Et là, je dis aux gens qui regardent cette vidéo, lancez-vous. Lancez-vous, vraiment, lancez-vous dans tous vos projets. Parce qu'au début, on me disait, non, mais c'est con, c'est nul. Et je faisais des vidéos qui n'étaient pas top, hein, vraiment. Ouais. Mais le nombre de projets, même cette interview, le nombre de trucs que j'ai pu avoir grâce aux réseaux sociaux, le nombre de ministres, d'ambassadeurs, etc., d'invitations que j'ai pu avoir, est exceptionnel. Tout mon CV, la moitié, est occupé par les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, parler aux gens, etc. C'est bien d'avoir un dialogue. Alors, il y a beaucoup de haine, de problèmes, mais l'idée, c'est de jamais perdre le cap, d'avoir une régularité et de se dire, on le fait, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Oui. Donc, toi, tu es plus favorable finalement pour que les influenceurs aient vraiment leur statut de métier approuvé comme un quelconque métier? Je ne sais pas si influenceur, c'est le bon terme, et deux, si c'est vraiment un métier au sens traditionnel du terme. Moi, alors personnellement, j'ai le privilège de pouvoir considérer ça comme un hobby. Ce n'est pas l'axe central de ce que je fais. Mais ça reste complémentaire. Ça reste complémentaire. Est-ce qu'il faut que ça soit considéré comme un métier? Oui. Est-ce que le terme influenceur, c'est le bon? Non. Parce que je pense qu'il y a une distinction à faire entre influenceur et créateur de contenu. Dans l'idée, les deux créent du contenu. Oui. Mais il y en a un qui est plus dans l'influence, qui est dans vendre un mode de vie ou vendre des produits, des collaborations, etc. Moi, ce que je fais, j'ai fait une collaboration commerciale, je n'en ferai probablement pas. Parce que le contenu que je fais s'apparente à un contenu journalistique qui fait que comme d'autres médias ou autres, en fait, si je me mets à vendre quelque chose, j'enlève un petit peu ce côté intégrité ou honnêteté aux gens parce que fondamentalement, je suis influencé par quelque chose. Donc ça dépend. Il faut une régulation, ça c'est sûr, parce que le nombre de trucs. Mais après, est-ce que c'est une régulation du métier qui déjà en soi est un peu régi, micro-entrepreneur, entrepreneur, etc. Ou plutôt une régulation des plateformes, qui est vraiment ça la grande question. Très bien. On va passer sur le segment suivant. Tu disais que de base, tu n'étais pas du tout prédestiné à faire des relations internationales. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie personnelle ou professionnelle qui a fait que tu t'es plus orienté vers les relations internationales qu'un tout autre milieu, autre que les lettres, évidemment? Alors j'ai un peu menti, je n'étais pas prédestiné aux relations internationales, mais j'avais quand même un intérêt pour la politique et l'histoire. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et la politique, et donc fondamentalement, tu es intéressé par les relations internationales. Et pour l'anecdote, encore une, j'ai réussi à être sélectionné pour un programme du New York Times, qui est un journal américain, pour aller en Israël et en Palestine en 2019, pour faire une analyse du conflit pendant à peu près 3 semaines. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, je suis allé là-bas, je suis dans des colonies israéliennes et on a dû fuir en courant parce qu'il y avait des colons qui nous tiraient dessus, enfin qui tiraient en l'air, etc. Parce qu'on était là avec une activiste qui, en fait, qui était membre d'une organisation qui prenait des témoignages anonymes des soldats de l'armée israélienne pour les publier au grand jour sur les exactions ou les choses qui ont été commises en Palestine, dans la Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. On était allé, gros drama, gros problème, on court, bref, dingue. J'avais 16 ans, je crois, à l'époque, 15 ans. Oui, j'étais jeune. Et je me suis toujours dit, putain, c'est vachement intéressant. Parce que là, on va se dire, oui, mais du coup, ça t'a renforcé ton idée. Mais pas tout à fait. Parce qu'après, j'ai passé 2-3 semaines à parler à d'autres gens, etc. Et je me suis dit, c'est extrêmement nuancé. Alors, je suis arrivé, j'étais pessimiste. Je suis reparti, j'étais encore plus pessimiste. Mais je me suis dit, j'ai envie d'expliquer cette nuance aux gens, au monde. Après, j'ai commencé par BookTok, etc. J'ai fait des études de relations internationales et je me suis dit, pourquoi pas appliquer les études, ce que j'apprends en fait, et que j'avais déjà commencé à apprendre un peu au lycée, spé géopo, etc. Ok, donc tu avais pris… Aux gens. J'avais pris spé géopo, spé humanité, littérature, philosophie. C'est pas étonnant. Voilà, et maths complémentaires quand même, faut pas jamais oublier d'avoir un peu des connaissances d'économie, de maths, etc. Et donc c'est maths que tu as décidé d'enlever, j'imagine. C'est maths que j'ai enlevé, j'ai gardé HLP. Très bien, on va finir sur ton engagement. Ouais. Est-ce que tu as un engagement particulier? Alors, est-ce que j'ai un engagement particulier? Putain, bonne question. J'en ai.
J'en ai, mais en tant que je vais prendre un exemple. J'ai fait une vidéo où je disais qu'il fallait signer une pétition que j'avais créée pour pas qu'une personne soit nommée au gouvernement, D'accord. qui devait être ministre de la famille. Mhm. Et j'ai signé une pétition, j'ai dit il ne faut pas qu'elle soit nommée ministre de la famille parce que cette dame était homophobe, contre l'avortement, etc. C'était au moment du gouvernement Donc des convictions Barnier. complètement contraires au ministère. Complètement contraire au ministère de la famille Oui. pour moi. Mais est-ce que c'était la position que je devais avoir vu que je m'apparente à un contenu qui se veut le plus neutre et le plus factuel possible? Beaucoup de gens qui m'ont dit c'est inacceptable, vous ne devriez pas dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'est très bien. Parce que je pense pas qu'on peut jamais être complètement neutre. Sur les réseaux sociaux, moi je pense qu'on peut toujours tendre à la neutralité, tendre vers ok, j'entends ce que l'autre me dit. Quand même. C'est pas, je suis pas dans ma bulle. J'entends, j'écoute, mais je contre-argumente avec des arguments. Et j'ai cette conviction personnelle, j'ai des convictions personnelles, des valeurs pour moi que je considère comme universelles ou qui devraient être universelles, comme la démocratie et les droits de l'homme. Et pour ça, j'ai un engagement. Je m'engage pour ce qui se passe actuellement en Géorgie. En Géorgie, au Venezuela. Hier, j'étais à une manifestation en soutien à la transition démocratique au Venezuela. Parce que c'est des luttes, c'est des causes, c'est un engagement, donc je prends parti. Mais c'est pour moi, même pas prendre parti, c'est quelque chose qui devrait presque être naturel. Donc en ce sens-là, je m'engage. Sinon, dans les partis politiques, alors les gens vont dire oui, tu as une telle opinion, etc. Oui. J'ai fait un sondage sur mon compte Instagram, j'ai eu 30% je vote à gauche, 30% au centre et 30% à droite. Donc j'étais plutôt content, c'est-à-dire que les gens avaient quand même une opinion mitigée de mes politiques. Je ne prends pas parti pour deux partis. J'ai été très critique de tous les partis, très très critique, tous leurs programmes étaient nuls pendant les élections européennes que j'ai couvertes. Ouais. Et non, sur le point de vue social, démocratique, vraiment démocratique, je prends parti. Sur le point de vue politique, je ne prends pas parti. Jean-Marie Le Pen est mort récemment, je n'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai développé une vidéo sur pourquoi est-ce qu'il s'était trompé quand il avait dit point de détail de l'histoire, pourquoi c'était malhonnête, c'était pas bien. Mais je ne me suis pas exprimé sur sa mort, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. J'ai beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a des sujets que je n'ai pas envie de traiter ou qui, je pense, ne sont pas importants pour moi de traiter, donc que je ne traite pas. Et sinon, après, j'ai des engagements associatifs. Ça, à Londres, où j'étais membre de l'association française, où je faisais pas mal de conférences, de logistique, de communication. Ça, engagez-vous dans des assos, c'est très bien aussi. C'est une épreuve humaine très compliquée et très douloureuse, mais c'est une bonne expérience quand même. Et dans les associations que là où tu as pu t'engager, tu as fait de l'humanitaire? Alors, pas du tout. Pas du tout. Parce que, faut savoir, c'est un grand regret, j'ai pas fait de bénévolat dans ma vie, j'ai pas fait d'humanitaire. J'aimerais. Étudiant. Donc, si je prends les cours, à Londres, c'est pas beaucoup, c'est 15 heures de cours par semaine à peu près. 15 heures de cours, sachant qu'il faut bosser 2 heures par cours à peu près. Donc déjà, ça fait pas mal, ça fait 30 heures qui sont prises. Plus en même temps, si je veux faire des vidéos une fois tous les 2 jours, j'ajoute 15 heures, 15, 20 heures de plus. Je fais quand même des semaines qui commencent à être très complètes. Et malheureusement, j'ai pas le temps de le faire. Pour l'anecdote, ça fait des années que je dois passer mon permis, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. T'as le code au moins? Ouais, j'ai toujours pas le code. Bon, on pourra s'atteler à ça de base. Voilà. Bien, on peut passer au second segment. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et il se nomme donc l'actualité des invités. Je vais te poser des questions plutôt relations internationales, politiques, géopolitiques. Essaye de me répondre dans une réponse la plus courte possible. Et ensuite, on essaiera de développer s'il y a des questions qui te turlupinent un petit peu. Bah avec grand plaisir. C'est parti. Bon alors, première question. Estimes-tu que la démission de Justin Trudeau est une décision bénéfique pour le Canada? Ah oui, ce type de question. C'est orienté sur l'actualité principalement. Bénéfique, oui, parce que c'est un renouveau démocratique. Sur le long terme, je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique parce que ça serait probablement Pierre Poilievre qui deviendra le prochain Premier ministre, qui a des tendances populistes, un petit peu quand même. Te sens-tu en faveur ou en opposition à une possible unification du Canada avec les États-Unis? Alors, absolument, mais absolument contre. Ça serait remettre en question l'ordre international et toutes les règles établies. Et dans tous les cas, c'est un processus législatif qui est extrêmement long. C'est que le Canada abolisse sa monarchie et qu'ensuite tous les États votent à majorité pour rejoindre les États-Unis. On n'y est pas encore. Bon, c'est très clair comme réponse en tout cas. Crois-tu que le gouvernement dirigé par François Bayrou parviendra-t-il à maintenir sa stabilité ou sera-t-il inévitablement confronté à une censure? Je suis très déçu de François Bayrou parce qu'on a le sentiment qu'il a préparé toute sa vie à être au pouvoir et que quand il est au pouvoir, il enchaîne les bourdes. Et je pense que c'est ma réponse. Il va peut-être tenir, c'est le centre. Donc c'est-à-dire qu'il
il prend d'un côté, il prend de Oui. l'autre. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Es-tu pour ou contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Je suis pour sur un temps long. C'est-à-dire? Tout de suite, absolument pas. D'accord. Quand il y a un processus de paix en Ukraine, Quand la qui guerre est sera engagé, plutôt réglée. elle ne sera jamais réglée, Oui. mais quand au moins il y aura un cessez-le-feu durable et une considération peut-être. Il faudra voir pour les républiques autoproclamées, peut-être une reconsidération de ce qu'on considère comme l'intégrité territoriale ukrainienne. Mais oui, moi je pense que l'Ukraine, comme la Géorgie, s'inscrivent dans une volonté européenne qu'il ne faut pas nier. La montée de l'extrême droite en Europe peut-elle être considérée comme une conséquence directe de l'immigration massive et du phénomène de multiculturalisme? Tu veux m'attirer des problèmes là. Je t'autorise à ne pas te prononcer si tu le souhaites. Non, mais je vais me prononcer. C'est une très bonne question et je pense une question que beaucoup de gens essayent de trouver la réponse depuis longtemps. Oui. Est-ce que c'est une causalité directe? Non. Ça, je marque mes mots, non. Est-ce que ça a pu jouer dans une rhétorique générale? Oui. Parce que, mais là je vais énerver des gens peut-être, mais l'immigration, fondamentalement parlant, c'est bon pour l'économie. Ça mène des travailleurs, etc. Ça pour plus produire. Plus de flux. Voilà, enfin, sans entrer dans les détails économiques, le consensus scientifique aujourd'hui, c'est de dire l'immigration, c'est bien pour l'économie. Alors, en pratique, on va dire il y a des incidents, il y a des problèmes, il y a des questions sociales et sociétales, culturelles qui arrivent, mais d'un point de vue économique, fondamentalement, c'est bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des scènes de violence? Pourquoi est-ce qu'il y a des territoires qu'on dit aujourd'hui, c'est plus la République? Je pense au quartier nord de Marseille, je ne sais pas ce que les politiques ont dit. Alors ça, c'est un autre enjeu. Est-ce que c'est pas un serpent qui se mord la queue on diabolise quelque chose et en fait qui n'est pas un diable, qui ensuite derrière se transforme en diable? Parce qu'il y a une telle séparation et une telle division. En fait, ce qu'il faut absolument éviter, c'est une division de la société, que deux sociétés se parlent plus. Je connais quelqu'un qui s'appelle Thomas Guénolé, qui est un politologue de gauche et bien orienté à gauche, mais qui a dit quelque chose qui était très vrai, qui était venu sur TPMP, chroniqueur sur TPMP. Il a dit « Je suis venu sur ce plateau parce que j'ai envie de parler à une France que je ne comprends pas et à qui je ne parle plus. » La France des gens qui regardent TPMP. Et parce que lui, c'est dans son milieu de gauche, etc. Et j'ai trouvé que ça, c'était très vrai et qu'il faut absolument éviter. Donc maintenant, est-ce que l'immigration a causé la montée de l'extrême droite? Je pense pas. Il y a toujours eu des idées d'extrême droite en France. Et l'immigration, il y a toujours eu de l'immigration en France dans l'histoire récente. Espagnole, polonaise, italienne. Maintenant, est-ce que la rhétorique de l'extrême droite sur l'immigration a fait monter l'extrême droite? Et sur ces questions d'insécurité, de peur, ça c'est certain. Entrevois-tu la possibilité d'une véritable démocratie dans la Géorgie à court terme ou moyen terme? À court terme, à moins qu'il y ait un coup d'État ou que l'armée soutienne la présidente Zouravishvili, non. À long terme, oui. On a vu, la Syrie, ça a pris 40 ans, mais Bachar al-Assad n'est plus dirigeant de la Syrie. Alors, pour quelle suite, je ne sais pas. Mais on espère que la Géorgie, comme le Venezuela, ou comme d'autres pays, un jour pourront avoir leurs aspirations démocratiques. Donc tu y crois? J'y crois, parce qu'il faut y croire. On n'a plus que l'espoir. Nicolas Maduro parviendra-t-il à asseoir sa position de président du Venezuela face aux défis politiques actuels? Alors là, il a prêté serment. Les États-Unis ont mis une prime de 25 millions de dollars sur sa tête. Le Venezuela est un pays où l'armée collabore avec le gouvernement pour se faire de l'argent. Pour vous la faire courte, en fait, toute la société vénézuélienne est pas corrompue, mais gangrénée par des méga corporations, des méga entreprises en fait, qui remplacent parfois l'État ou en fait, on a un système où l'armée, par exemple, va faire des tâches qu'elle ne devrait pas faire, par exemple, économiques, sociales, etc. Et où le gouvernement va déléguer. Donc en fait, pourquoi est-ce que l'armée renverserait Maduro si Maduro apporte tout à l'armée? Les principaux, il y a eu des grandes purges, enfin, il n'y a pas de purges, le terme est peut-être trop fort, mais il y a eu des arrestations de généraux, etc. Donc le gouvernement a un contrôle et en même temps a l'armée dans sa poche. Il faudrait une prise de conscience dramatique ou un changement, mais si tous les généraux au top ne changent pas quelque chose, Edmundo González Urrutia, l'opposant en exil, a beau dire rejoignez-nous, je ne sais pas s'ils vont le rejoindre. Es-tu favorable à l'élargissement de l'espace Schengen? Pour quel pays?
C'est vrai que je n'ai pas précisé. Ceux pour lesquels tu es favorable? Je suis favorable à l'élargissement de l'espace Schengen dans l'instant où c'est une économie qui s'est stabilisée, qui a le niveau de vie est relativement à des niveaux européens et le niveau de stabilité. En fait, tous les critères qui mènent à une adhésion de l'Union européenne, puis à une adhésion de l'espace Schengen. Pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est relativement bien fait. Demain, si on me dit est-ce qu'on met l'Ukraine dans l'espace Schengen, non. Parce que le niveau de vie est trop bas. Il y a la question de la Turquie, par exemple, qui n'est pas dans l'Union européenne et le processus est gelé. Absolument pas. Il y a des grosses questions aussi migratoires, des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Ça dépend vraiment du pays. Et aujourd'hui, on vient d'élargir en plus. Oui, c'est pour ça que... On vient d'élargir, je pense que pour le moment, on est bon. Ensemble, on peut un petit peu stabiliser autour de ces pays-là. On peut stabiliser autour de ces pays-là. Ça marche. Les récentes tensions entre Israël et Gaza ont-elles définitivement mis fin aux perspectives de paix dans cette région, selon toi? De paix, non. S'il n'y a plus d'ennemis, il y a la paix. Oui. Par exemple, pour être moins cynique, perspective de paix, non, parce que je pense qu'il y a eu un éveil de la communauté internationale. Quand même, en fait, fondamentalement, le Hamas a terriblement réussi à faire revenir la question palestinienne sur la scène internationale, qui était oubliée. Il y avait les accords d'Abraham avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite, où en fait la cause palestinienne était plus une épine dans le pied qu'autre chose. Aujourd'hui, elle est redevenue au devant de la scène à un prix terrible, mais elle est redevenue. Il y a une question, beaucoup d'États qui ont reconnu l'État de Palestine, peut-être avec des frontières qui n'étaient pas tout à fait claires ou une gouvernance qui n'est pas tout à fait claire. Moi, encore une fois, j'ai espoir que les dirigeants d'Israël déjà changent. Il y a beaucoup de manifestations contre Netanyahou et réalisent peut-être l'erreur. Alors, c'est un dilemme du prisonnier où en fait chaque camp a peur que l'autre anéantisse l'autre. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est terrible à Gaza, qu'Israël refuse de reconnaître et que les États-Unis soutiennent. Il faudrait que les États-Unis, sous Trump, ça va probablement être pire, mais donc il va falloir attendre quelques années. Mais je pense que oui, un jour, on arrivera. Avec, malheureusement, je vais être très pessimiste, avec ou sans État palestinien. Et tu ne serais pas partisan d'une solution à 2 États peut-être? Je suis absolument partisan d'une solution à 2 États. C'est ce que je crois et c'est ce que la diplomatie française croit. Mais pour être allé en Palestine, c'est quelque chose de très compliqué dû aux colonies. Israël, en fait, littéralement gangrène, la Cisjordanie par des centaines de milliers de colons. Littéralement, ils envoient des gens en Cisjordanie pour habiter sur les terrains et dire maintenant c'est Israël, c'est le territoire, c'est à nous. Ils délocalisent des Palestiniens en utilisant en fait, le registre de cadastre de l'Empire ottoman qui n'était pas du tout fiable, en fait, c'est via des trous judiciaires. Et donc progressivement, en fait, c'est un remplacement, et c'est une sorte d'épuration ethnique, en fait, c'est un nettoyage ethnique de la région où les Palestiniens sont de plus en plus ostracisés. Tu ne peux pas avoir de gouvernement qui fonctionne si tu n'as plus vraiment de territoire que tu contrôles. Les colons israéliens sont sous la loi civile israélienne, alors que les Palestiniens dans les colonies sont sous la loi militaire. Donc c'est des droits, c'est Gérard Haro qui dit que c'était un apartheid en Cisjordanie. Donc si demain le gouvernement israélien prend le courage d'envoyer l'armée, de dire on enlève toutes les colonies en Cisjordanie, oui, alors là la perspective renaît. Mais là, ils intensifient leur politique des colonies. Il y a des sanctions sur les colons, mais ce n'est pas suffisant. Les États-Unis sont-ils en train de perdre leur statut de superpuissance au profit de la Chine et de la Russie? Absolument pas. Absolument pas. Si vous regardez la part de dollars dans l'économie mondiale, ça ne change pas. Depuis 20 ans, ça ne change quasiment pas. La Russie, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'essayer d'avoir à nouveau son statut de grande puissance. Et elle se heurte à des réalités pragmatiques. Son armée était plus défaillante qu'elle ne le pensait, la corruption, etc. Elle n'a pas réussi à prendre l'Ukraine, qui devait être une opération terminée en quelques jours. La Chine a cette puissance économique, mais un énorme problème démographique. À cause de la politique de l'enfant unique, elle perd des centaines de milliers de personnes par an et est face à une crise économique terrible actuellement, crise immobilière. Et l'armée chinoise, aujourd'hui, n'a pas eu d'engagement récent militaire. Donc, comme on l'a dit avec la Russie disait on va prendre l'Ukraine, tout le monde dit ils vont prendre l'Ukraine dans quelques jours. Demain, la Chine attaque Taïwan. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Sûrement, mais à quel prix?
Et aujourd'hui, la stabilité du régime chinois est basée sur la stabilité économique. Et aujourd'hui, il n'y a plus de stabilité économique. Les institutions multilatérales telles que l'OMC sont-elles désormais incapables de résoudre efficacement les crises mondiales contemporaines? L'OMC, l'ONU peut-être. Je peux répondre sur les deux. Pour l'ONU, en fait, c'est qu'en relation internationale, il y a deux concepts qu'on appelle le libéralisme et le réalisme. Le réalisme, il ne faut pas prendre ça au sens littéral du terme, le libéralisme est la coopération internationale et le réalisme, c'est la force brute. Et aujourd'hui, on a un regain de réalisme. En fait, le réalisme a gagné sur le libéralisme dans le sens où les États font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est illustré par la puissance en fait, du veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que l'ONU ne fait rien? Elle fait quand même des choses. Il y a beaucoup de programmes type Organisation mondiale de la... attends, tu me dis OMC ou OMS, tu m'as dit? J'ai dit OMC. Ah bon. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, oui. Elle a beaucoup de programmes en Afrique, en Asie qui sont très utiles et qui permettent en fait à prévenir des crises en quelque sorte, des crises sociétales qui peuvent déclencher derrière d'autres guerres civiles. Il y a quand même une voie internationale, mais factuellement, on n'a pas envoyé de casque bleu au Moyen-Orient parce que les États n'en veulent pas. Parce que la France ne veut pas envoyer des casques bleus se faire tuer sur des zones de guerre par exemple, ou d'autres pays. Par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, il faut comprendre que la structure mondiale aujourd'hui a été faite par les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont à grande majorité les États-Unis. Donc la structure mondiale sert les intérêts des grandes puissances, c'est ce que diraient les partisans du réalisme. Et aujourd'hui, si les intérêts des grandes puissances ne sont pas de résoudre telle ou telle crise, les organisations mondiales ne le vont pas suivre. Voilà. Donc c'est pas très efficace, finalement. Parce que ça répond à des intérêts, en tout cas dans l'argumentaire que tu développes. Ça peut l'être, mais si la puissance dominante ne veut pas que ça le soit, ça ne sera pas. D'accord. Dans le sens où c'est pas là. L'idée d'avoir un veto ou des choses comme ça, c'est intéressant et c'est nécessaire, mais s'il n'y a pas de bon vouloir, de bonne volonté des gens, et si les États en fait ne pensent qu'à leurs intérêts, ce qu'ils font et qu'ils ont intérêt de faire, alors l'organisation ne pourra faire que trop peu. Et aucun État n'accepterait de donner un pouvoir supranational à une organisation. Oui. Ce qui est le problème, parce qu'il y a un risque que l'organisation derrière, en fait, enlève de la souveraineté à ces États. Donc c'est un peu un dilemme de jusqu'à où on donne de la puissance à l'ONU ou à d'autres organisations. Parce qu'après, si l'ONU demain vient et dit c'est inacceptable ce que vous faites, je dis attendez, c'est mon pays, je fais ce que je veux. Et donc tu ne donnes pas ce niveau de pouvoir-là. Mais si tu ne lui donnes pas de niveau de pouvoir-là, tu dis attends, tu fais ce que je te dis, tu ne peux pas derrière dire écoutez, mais vous faites rien. Parce qu'on n'autorise pas ces organisations à faire quelque chose. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Jean-Marie Le Pen représente-t-il une figure qui ternit l'histoire de la France ou au contraire un personnage marquant? Il a été marquant, mais ça ne l'empêche pas de ternir l'image de la France. D'accord. Est-ce qu'il ternit l'image de la France ou est-ce qu'il reflète certaines idées qui ont déjà été là? Avant Le Pen, il y a eu des mouvements d'extrême droite. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a inventé l'extrême droite en France. Maintenant, est-ce que ces prises de position, il y a quand même des mots qu'il a dit qui, je pense, ternir n'est pas le mot, mais qui ont pu choquer, qui ont pu blesser beaucoup de personnes. Je pense à la communauté juive ou à la communauté homosexuelle, communauté immigrée, choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il a marqué la France? C'est sûr, c'est lui qui est responsable de l'arrivée des idées d'extrême droite sur les plateaux télé dans les années 70-80. Sans Jean-Marie Le Pen, sans sa lettre qu'il a envoyée à Mitterrand en disant c'est inacceptable, je ne suis pas représenté sur les télévisions, peut-être que le discours politique aujourd'hui serait beaucoup moins centré sur les thèmes d'insécurité et d'immigration. Certains vont me dire c'est une réalité, donc ils seront obligés d'être centrés. Peut-être, mais ça aurait peut-être pu venir plus tard. Donc pour répondre à la question, c'est quelqu'un de marquant, ternit l'image de la France. Oui, je pense que oui, il a blessé la France. Il l'a blessé, il a réconforté certains, mais il en a blessé beaucoup d'autres. Crois-tu toujours en la pertinence du clivage traditionnel droite-gauche dans le paysage politique actuel? Attendez, on a François Hollande à l'Assemblée nationale, on a François Bayrou en tant que Premier ministre, et alors à la droite, ça casse un peu la gueule, mais il y avait quand même eu Michel Barnier au gouvernement. Oui. Donc, à une période, on a eu Michel Barnier et François Hollande à l'Assemblée, Michel Barnier au gouvernement, François Hollande à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est le retour des partis des PS, des Républicains. Donc, le clivage gauche-droite, en fait, Macron a essayé de faire une parenthèse centriste. La parenthèse a été très courte. Donc, je pense que le clivage gauche-droite est toujours valable.
Maintenant, les gens essayent de s'en sortir. LFI se met en dehors de tout clivage, orienté à gauche, et Marine Le Pen se met en dehors des clivages politiques traditionnels en disant, écoutez, on est le renouveau, le Front National. Donc en fait, quand il y a un certain... Les partis sont peut-être là, mais les gens ne votent plus pour eux. Alors le PS a eu une remontée pendant les élections européennes, mais les Républicains, Valérie Pécresse s'est écrasée par la campagne présidentielle, et on a eu Marine Le Pen, Mélenchon et Macron. Donc je pense qu'il y a une arrivée du centre qui est intéressante, mais le centre perd des voix, le parti d'Emmanuel Macron perd des adhérents, et ceux qui montent, c'est à droite et à gauche, dans les extrêmes. Penses-tu que nous sommes dans un état de droit Oui. en France? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui ne font pas la règle, qui sont des exceptions dramatiques, mais qui ne font pas la règle. Mais quand on compare, alors on va me dire, oui, mais c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il ne faut pas se battre pour notre pays, c'est vrai. Mais connaissant la situation internationale, dans d'autres pays, c'est terriblement pire. Il y a des violations de liberté en France, certes, mais il y a quand même une justice qui fonctionne, une justice indépendante. On l'a vu même si les gens diraient que non, on l'a vu dans pas mal d'affaires. Macron avait essayé de libérer le patron de je ne sais plus quelle start-up de la tech qui s'était fait arrêter en France. Il n'a rien pu faire. Certains politiques se font condamner. Alors, est-ce qu'il y a un laxisme judiciaire? Je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a un état de droit. Moi, je peux sortir dans la rue, embrasser qui je veux, faire la fête quand je veux. Il y a des manifestations qui sont terriblement réprimées, ça c'est tout à fait d'accord. Mais il y a quand même des manifestations. Vous n'êtes pas jeté à vie en prison pour un tweet ou pour que vous n'êtes pas assassiné par les services secrets de votre pays ou arrêté arbitrairement comme l'a pu être Navalny en Russie par exemple. Oui. Donc il y a un état de droit qu'il ne faut jamais oublier, qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours se battre en permanence pour et il est souvent remis en question par certains politiques, mais il n'a pas encore disparu et j'espère qu'il ne disparaîtra pas en France. Et pour finir, une petite question un petit peu plus hors contexte. Qui pourrait être le successeur idéal de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France de football? Alors c'est une très mauvaise question de me poser parce que je ne regarde pas du tout le foot, je suis plus rugby. Le successeur, mais alors je ne sais pas. Attends, si. Emmanuel Macron, parce qu'il va falloir qu'il trouve un travail. Apparemment, tout le monde veut qu'il démissionne, et s'il ne démissionne pas à la fin de son mandat, ça va être compliqué. Je crois qu'en plus, il voulait travailler à la FIFA, donc ça c'est une anecdote. Je crois qu'il voulait être président de la FIFA. Donc, je suis pas attiré par le foot. Je suis pas très loin du but, comme on dit. Et puis, pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, engagez-vous. Engagez-vous en politique, engagez-vous sur les réseaux sociaux, engagez-vous dans des choses qui vous plaisent, suivez vos passions. Ça ne veut pas dire les suivre aveuglement. Engagez en politique, ça ne veut pas dire faites tout ce qu'on vous demande de faire. Vous avez vos convictions personnelles, vous avez le droit d'avoir vos convictions personnelles. Vous êtes jeune, battez-vous. Merci beaucoup pour cet ultime conseil. Merci beaucoup à toi. Tu n'es pas le seul à me l'avoir peut-être qu'il faut l'écouter. Mais je pense que oui, il doit être très important de ma vie. Merci. Et regardez sa vidéo. C'est gentil, merci beaucoup, mais les siennes aussi. Bon, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Voilà, désolé, j'ai fait des réponses un peu longues parfois. Après, c'était